En dehors de l'atelier de l'artiste, le modèle a tenu une place considérable dans les académies de peinture. Réputé pour la qualité et le foisonnement de son enseignement artistique, Paris attire les jeunes peintres désireux de parfaire leur technique. À côté des institutions officielles à la préparation aux beaux-arts, se développe un réseau parallèle d'académies privées, comme celle fondée par Colarossi, rue de la Grande Chaumière, où enseignèrent Zadkine et Bourdelle. Alors peu à peu se sont créées, surtout à Montparnasse, toute une série d'académies complètement ouvertes. On venait, personne ne vous disait rien, il y avait le modèle, on peignait, on pouvait y rester le temps qu'on voulait, on s'en allait, c'était terminé. Et il n'y avait pas le poids des maîtres. Par exemple, moi, quand j'ai préparé mes études, on avait à l'époque énormément d'épreuves autour du croquis ou des dessins de nus. Je suis venu ici plusieurs fois pour dessiner à l'heure, comme on prend un ticket de métro, comme on va au cinéma, et on dessinait pour cet exercice. L'écrivain Rezvani a magnifiquement décrit l'atmosphère qui règne encore à la Grande Chaumière. J'aimais ces vieux ateliers aux verrières crasseuses, l'odeur de térébenthine, ce silence tendu qui enclôt dans un cercle magique ceux qui viennent accomplir le rituel sacré d'une sorte de transfusion quotidienne. Le modèle se déshabille derrière un petit paravent. La salle se remplit peu à peu, chacun s'affaire sans bruit derrière son chevalet. Le poêle tire et ronfle, son tuyau vire au rouge. Il fait une chaleur agréable et on n'entend plus que le frottement de 20 ou 30 brosses ensemble. Le modèle somnole, gardant tant bien que mal la pose. Parfois, une voix chuchote fort. Vous pouvez changer le pose, s'il vous plaît. Le modèle sursaute et l'on peut surprendre dans ses yeux une fugitive panique de se retrouver nu sous tant de regards convergents. Les Italiens vendaient leur image et Nardone nous expliquait que quand il était grand comme ça, ses parents le négociaient comme un bambino Gesù. Quand il a été un peu comme ça, il est devenu Saint Jean-Baptiste. Et quand il est devenu plus dans la force de l'âge, il a eu l'honneur et l'avantage de poser pour Rodin pour le baiser de Rodin. Dans les fêtes, les modèles étaient souvent effectivement des personnages très hauts en couleur et très scandaleux et qui cultivait cette atmosphère de scandale. Enfin... Le rapport est un peu ambigu, en effet, parce qu'il y a toujours un côté voyeur, et heureusement, dans toute personne. C'est d'ailleurs singulier de se trouver nu devant des gens habillés sur une estrade, et l'estrade est un endroit sacré un peu. Les gens, ce qui était très frappant, c'est que les modèles hommes ou femmes, quand ils quittaient l'estrade, allaient derrière le paravent et se rhabillaient. En marge des ateliers se développe une vie sociale excentrique et joyeuse. Toute l'intelligentsia artistique se retrouve le soir venu, quand la lumière disparaît des verrières, dans les cafés de Montparnasse. Là, on s'y bat et l'on y débat. On refait l'histoire à défaut de pouvoir changer le monde. Surtout, on s'amuse. Dans les années 1920, en pleine prohibition, les Américains débarquent avec des dollars plein les poches et une seule idée en tête, acheter de la peinture et faire la fête au son du jazz. Dans ce Montparnasse des années folles, Fujita, seul artiste japonais de la capitale, défraie la chronique mondaine avec ses déguisements excentriques et ses fêtes déjantées où accourt le tout Paris de l'entre-deux-guerres. Revenu en France en 1954, Fujita acquiert 6 ans plus tard une propriété à Villiers-le-Bacle, un village situé dans le sud de Paris, au cœur de la vallée de Chevreuse. Il rénove selon son idée cette ancienne fermette du XVIIIe siècle. Léguée par la veuve de Fujita au département de l'Essonne, la maison atelier a été conservée en l'état, comme si Fujita y vivait encore. C'est quelqu'un qui a effectivement quelque chose de cartésien dans sa manière de fonctionner, quelque chose de systématique aussi, que l'on retrouve dans sa peinture, mais que l'on retrouve également dans l'aménagement de cette maison, où effectivement vous avez un lieu de vie bien déterminé, un lieu de création bien déterminé. Installé dans l'ancien grenier de la maison, l'atelier de Villiers-le-Bacle est bien différent de tous ceux que Fujita avait occupés à Montparnasse précédemment. Il permet de nous rendre compte des activités de cet artiste multiple et par bien des côtés, hors du commun.
C'est un grand, grand travailleur. C'est quelqu'un qui peut s'enfermer pendant une nuit durant pour travailler, peut s'extraire du monde, alors qu'on a l'image d'un peintre mondain. Fujita est aussi un très, très grand travailleur. Dans cet atelier, par exemple, nous savons qu'il passait des journées entières. Il y avait même une machine à laver, donc il pouvait œuvrer à la fois sur sa création, mais également avoir des moments où il s'occupait d'autres choses. Il cousait. Par exemple, il cousait des vêtements pour sa femme. Madame Fujita nous disait que Fujita était quelqu'un qui avait tellement besoin de travailler que quand il n'avait rien à faire, il plantait des clous. Effectivement, nous avons trouvé beaucoup de clous dans cette maison. Réputés pour leur fameux fond blanc, à l'opalescence de neige et à la sensualité débridée, les tableaux de Fujita ont conservé longtemps tout leur mystère. Dans la pure tradition des anciens alchimistes, le peintre interdisait l'entrée de son atelier afin que personne n'apprenne ses secrets de fabrication. L'acquisition de l'atelier de Villiers-le-Bacle a été en ce sens une véritable chance pour les conservateurs désireux de connaître enfin la technique des fonds blancs. Quand nous avons découvert cet atelier, c'était une grande surprise. D'abord parce que Kimio Fujita avait souhaité conserver cet atelier en l'état. Donc elle avait préservé la totalité des pinceaux, la totalité des pigments. Et donc nous avons effectivement pu mener quasiment une enquête pour arriver à trouver ces fameux fonds blancs. Dans les textes, Fujita s'amuse à parler de poudre d'huître broyée. Alors nous n'avons pas trouvé d'huître broyée, nous n'avons pas trouvé d'huître du tout. Par contre, nous savons qu'il utilisait du talc, effectivement. La question reste entière parce qu'il se trouve que talc et huître ont à peu près la même composition chimique. Donc nous avons du mal à identifier cela. L'atelier de Villiers-le-Bacle recèle aussi une autre belle surprise. Converti au christianisme, Fujita désire composer avant sa mort une grande œuvre qu'il conçoit comme un hommage aux peintres de la Renaissance. Il la destine pour l'embellissement d'une petite chapelle de Reims. N'ayant jusqu'alors jamais peint de fresque, il utilise les murs de son atelier un peu comme s'il s'agissait d'une salle de répétition. Donc ce que nous avons derrière, ce sont en fait ces études préalables, cette réflexion sur la peinture murale. Ici, il s'agit d'une peinture murale, mais pas d'une peinture à fresque. Mais par contre, il a besoin d'un lieu et d'une réflexion. Et il va travailler grandeur nature comme il l'a toujours fait. La maison atelier de Fujita témoigne de l'évolution des ateliers d'artistes au XXe siècle. Le modèle traditionnel est revisité par des architectes de renom tels Le Corbusier ou les frères Perrier. Et ce, à la demande des artistes eux-mêmes, comme la sculptrice Tchana Orloff, pour son atelier de la Villa Seurat dans le 14e arrondissement. Cet atelier moderne conserve la verrière, la hauteur sous plafond, ou encore la mezzanine qui permet aux sculpteurs d'appréhender les statues sous tous les angles. Les volumes sont toutefois plus dépouillés et surtout, le bois, le verre et le métal cèdent désormais la place au béton. Plus encore, l'atelier d'artiste influence toute l'architecture moderne. Les baies vitrées de nos immeubles dérivent directement des verrières des anciens ateliers. Ceux-ci sont d'ailleurs de plus en plus souvent rachetés pour être transformés en loft. Dans les années 1980, commence une nouvelle histoire des ateliers d'artistes. Avec l'évolution de l'art contemporain, l'atelier du peintre et du sculpteur cède la place au studio. La construction des ateliers est désormais dévolue aux mairies et à l'État. Mais les places sont rares, et nombreux sont les jeunes artistes à devoir, en attendant, squatter des bâtiments. Il n'en reste pas moins que l'atelier traditionnel conserve une aura de mystère. Peut-être parce qu'il nous renvoie à un autre regard sur nous-mêmes, semblable à celui que portent les artistes dans la solitude et le courage de leur création. Je suis endormie. Et... un peu, bon. Entre nous. Ouais. Oh, this is gonna change my life for you.